Bonsoir à tous. Bonsoir, cher Ronnie Broman. C'est un honneur de vous recevoir et de passer ces moments privilégiés avec vous. Je salue également nos auditeurs et tous ceux donc, qui ont souhaité partager ces moments privilégiés. Voilà, donc derrière la caméra se trouvent nos étudiants, mais pas seulement, des personnes également intéressées par ces métiers très riches de l'humanitaire. Et puis, je salue également Magali Bess, qui est quelque peu, comment dire, entravée ce soir par un problème de corde vocale. Et le docteur Broman lui a sagement conseillé de mettre ses cordes vocales au repos. Et voilà, donc je vais reprendre la voix ou la main. Et le professeur Macias nous rejoindra tout à l'heure pour ce qui est aussi un des moments importants de cette soirée, le baptême de notre deuxième promotion du diplôme universitaire d'aide humanitaire et internationale. Monsieur Broman, merci beaucoup une nouvelle fois. Vous êtes auréolé d'une réputation de militant de l'humanitaire, de combattant aux côtés des populations les plus démunies. Vous avez également une expérience riche, variée sur le terrain aux quatre coins du monde. Et c'est à ce titre que vous nous avez fait l'honneur de parrainer notre diplôme. Et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Vous êtes à la fois un praticien de l'humanitaire, vous allez nous parler de vos années MSF, mais pas simplement, et vous êtes également un théoricien de l'humanitaire, à travers notamment le site du Crash, dont je recommande la lecture ou l'écoute à nos étudiants. Voilà, donc ce soir, nous avons souhaité faire le point sur votre parcours, puisque vous êtes aussi une figure tutélaire, une figure modèle dans ces métiers d'humanitaire. Et voilà, donc je voulais peut-être commencer par une première question. Je partirai d'une citation que j'ai lue pour préparer cet échange. Vous avez déclaré: aussi loin que je me souvienne, je ne me rappelle pas avoir envisagé un autre métier, donc celui d'humanitaire. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette vocation de médecin et ce qui vous a amené à faire une spécialité de médecine tropicale et puis donc vous orienter vers l'humanitaire? Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour cette introduction élogieuse, peut-être trop flatteuse pour moi, mais enfin, on va voir si je suis à la hauteur. Pour ce qui concerne ma vocation de médecin, oui, en effet, je n'ai pas de souvenirs autres. Je ne me rappelle pas avoir voulu être pompier ou astronaute ou conducteur de camion. J'ai toujours voulu être médecin, en tout cas aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, en attachant évidemment, quand on est enfant, des vertus assez fantasmées, des vertus assez, oniriques au métier de médecin, l'idée de connaître les secrets de la vie, de la mort, l'idée d'être le recours lorsque l'inquiétude s'empare des autres était extrêmement flatteuse, extrêmement attirante pour moi. Et je ne sais pas très bien ce que je peux rajouter. Je peux juste dire que pendant certaines années de lycée où j'avais tendance à vouloir m'évader un petit peu, la perspective de devoir passer le bac pour entrer à la fac de médecine m'a toujours retenu, ramené vers le lycée, vers le travail scolaire, enfin en tout cas ce qui n'était nécessaire pour arriver à franchir les passages, passer d'une classe à l'autre. Et donc j'ai en effet pu faire médecine. J'ajoute d'ailleurs comme ça, juste au passage, que je ne suis pas sûr que j'aurais pu être médecin quelques années plus tard. Parce qu'avec l'instauration du concours et la sélectivité et l'esprit de compétition que ce concours
apportait, ce concours imposait dans le travail étudiant, moi je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de m'y confronter. Je ne sais pas ce que j'aurais fait alors, mais en tout cas j'ai eu la chance de pouvoir commencer mes études. J'ai commencé mes études en 67 et il n'y avait pas de numerus clausus, il n'est arrivé que quelques années plus tard. D'accord, merci. Pouvez-vous nous parler de vos débuts dans l'humanitaire? Votre première mission s'est déroulée, je crois, au Bénin, c'est ça? Aux côtés de MSF en 78? C'était un peu plus tôt, c'était en 77, et c'était pas avec MSF, 77? c'était avec Medicus Mundi, une petite D'accord, association liée à un réseau catholique européen qui s'appelait Misereor. Medicus Mundi avait des homologues dans d'autres pays européens qui, je crois, existent encore, enfin pour un certain nombre d'entre eux, mais le Medicus Mundi français a disparu sans doute sous les coups involontaires mais répétés de Médecins sans frontières, Médecins du monde, qui sont nés après, mais qui ont été beaucoup plus actifs dans leur communication, dans leur peut-être dans leur engagement sur le terrain, ça je ne sais pas. Toujours est-il que cette association a disparu. Mais moi j'ai eu la chance de pouvoir y travailler dans le cadre d'ailleurs d'un remplacement, et ça me donne l'occasion de souligner d'ailleurs un changement d'époque. Dans les années 70, être médecin, y compris avec une formation comme la mienne, puisque je m'étais préparé à cela. Dire, peut-être que je dois rajouter que, comme je l'ai dit, j'ai rejoint la fac en 67, c'est-à-dire évidemment un an avant 68, à l'époque des grandes protestations contre la guerre américaine au Vietnam, des confrontations avec l'extrême droite, donc une certaine polarisation politique dans pas mal de milieux, et pas seulement étudiants, mais également dans les milieux étudiants. Et puis ensuite est venu 68, et j'ai été aussi au cours de mes études, et d'ailleurs en laissant un peu en suspens mes études, j'étais un activiste politique pendant plusieurs années, jusqu'à ce que vienne le temps d'une certaine désillusion, le sentiment de ne plus accrocher du tout à la réalité sociale, politique française, et donc de considérer que notre radicalité était sans doute hors de propos, excessive, en tout cas pas acceptée. Et c'est à ce moment-là que je me suis en quelque sorte rabattu, que je suis revenu aux études médicales avec l'idée d'aller travailler dans le tiers-monde. Tiers-monde, comme on disait à l'époque. C'est pour ça que je reviens à la question. Et pour me préparer à cela, j'ai choisi de prendre des stages en médecine et en chirurgie d'urgence, de faire des diplômes complémentaires en épidémiologie, en médecine tropicale. Bref, il s'agissait de me, comment dire, de renforcer mes capacités professionnelles, à me confronter et à me préparer à me confronter à des situations pas radicalement différentes de celles qu'on a en France. Hein. Un patient reste un patient, mais enfin tout de même, il y a des conditions de consultation et puis des pathologies spécifiques auxquelles il fallait se préparer. Et puis, il fallait également se préparer à prendre en charge des pathologies que, ici, on peut transférer aux chirurgiens ou aux spécialistes, alors qu'on n'a pas cette possibilité là-bas. Voilà, donc là, d'accord, merci. la période préalable à mon engagement étant décrite, j'ai en effet saisi une occasion. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que c'était pratiquement au lendemain de la fin de mon diplôme de médecine tropicale. Un copain me signale qu'une association dont il est proche recherche un médecin disponible immédiatement pour partir au Bénin, remplacer le médecin directeur d'un petit hôpital de Brousse qui était malade, qui avait fait un paludisme très, très violent et qui avait besoin de temps pour s'en remettre. Surtout qu'ils étaient là depuis longtemps, qu'ils avaient besoin de se reposer un peu. Je dis tous les deux, lui et sa compagne. Et donc, j'ai remplacé ce médecin. Quand je dis que c'est une chance qu'il soit tombé malade et que j'ai été
précisément disponible et informé de cette possibilité très, très tôt, c'est une chance parce qu'à l'époque, les médecins n'étaient pas du tout, la médecine n'était pas la profession la plus demandée, loin de là, elle était même considérée comme relativement suspecte dans les années 70, où quelques années, disons 10, 15 ans après les indépendances africaines, l'heure était aux grandes perspectives de développement. Et donc, l'aide qui était attendue ou l'aide qui était proposée était composée surtout de spécialistes des questions sociales, sociologie du développement, anthropologie, agronomie, technique agricole, formation professionnelle, etc. Le soin médical lui-même était considéré comme malvenu euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le développement était censé être la priorité, c'est-à-dire devait conduire à une situation dans laquelle la plupart des maladies seraient en quelque sorte combattues par les conditions sociales, meilleur logement, meilleures conditions de travail, désinfection, vaccination, protection des pluies, etc. Un mélange de choses qui n'étaient pas directement médicales, mais qui devaient avoir des conséquences sanitaires importantes. Et puis par ailleurs, il existait un fond de méfiance dans pas mal de milieux de l'aide internationale, euh, des ONG, des Nations Unies, de certaines coopérations, contre la médecine qui renvoyait à, en tout cas en France, mais pas seulement, mais surtout peut-être en France, à deux figures, disons, très contestées de l'histoire du continent africain en particulier, qui étaient le missionnaire et le militaire. Les médecins coloniaux étaient des militaires, ou bien étaient des médecins missionnaires, et ces deux figures étaient considérées comme, disons, dépassées, obsolètes, voire franchement négatives. Et donc, les médecins, en quelque sorte, n'étaient pas si bien vus. Je ne parle pas là des populations, naturellement, qui nous voyaient de façon tout à fait positive, mais dans le milieu de l'aide, si bien que, par exemple, Médecins sans frontières, qui avait été fondé en 71, là je vous parle de 77, on est donc plutôt vers la fin de la décennie, les Médecins sans frontières n'arrivaient pas vraiment à décoller, ne trouvaient pas, ne gagnaient pas la traction qui aurait pu être assurée par un accueil positif, constructif. Non, au contraire, on était admis du bout des lèvres, du bout des doigts, à venir compléter une équipe composée de bien d'autres professions dans laquelle le soin médical pouvait occuper une certaine place. Ça a beaucoup changé très vite au tournant des années 80, mais cette décennie était véritablement celle du développement. Comme les années 80 sont en creux les années du constat de l'échec des espoirs du développement et de début de période, disons, on peut dire, avec le recul, surtout de période triomphante, en tout cas de période d'amplification, d'accélération, de croissance très rapide de la thématique et des organisations humanitaires. Mais j'anticipe un petit peu. Donc là, j'étais au Bénin, j'étais dans cet hôpital de Brousse, le seul médecin d'une équipe d'une dizaine de personnes composée de bonnes sœurs espagnoles, médicales, hein, une infirmière, une sage-femme, des personnalités absolument remarquables, dont je garde un excellent souvenir, un personnel béninois avec lequel je me sentais également très proche, et tout cela dans un petit hôpital bien fichu de 80 lits avec un bloc opératoire, une radioscopie, par radiographie, un groupe électrogène, une pompe à essence intégrée, enfin, qui nous permettait d'avoir une certaine autonomie, des consultations en brousse. Il y avait une léproserie pas loin qui était tenue par deux sœurs très, très âgées, très pittoresques. Et je me suis énormément plu. Je me levais le matin plein d'énergie, je me couchais le soir heureux de ma journée. Que peut-on attendre de plus d'un métier C'était celui qu'il me fallait. Donc, la médecine, dans ces conditions-là, me
que je commençais enfin à pratiquer, après m'y être préparé pendant plusieurs années, était pour moi un véritable bonheur. Je me suis dit que c'était la bonne voie, que j'avais en effet fait le bon choix et que j'étais à ma place dans, dans ce genre de situation. Et bon, de fait, la suite, enfin, les missions La se sont vocation était enchaînées née. et j'ai rejoint l'ESF. Voilà, la vocation était confirmée plutôt, parce qu'elle était là. Moi, je Confirmé. n'avais pas de Très vocation bien. humanitaire, et je dois dire d'ailleurs, précisons une dernière chose sur les années 70, pour mieux mesurer ce qui nous en sépare, c'est pas si loin que ça tout de même, mais mieux mesurer ce qui nous en sépare, le thème humanitaire, le mot humanitaire lui-même, n'apparaissait que très peu. Si on avait demandé aux gens ce que évoquait pour eux le terme humanitaire, ils auraient parlé de la Croix-Rouge ou d'organisations charitables, philanthropiques. Vous voyez, un peu. C'était un terme qui était plutôt désuet, en fait, et qui n'était pas vraiment utilisé sans doute dans ces années très politiques, les notions de solidarité, et ce qui le reliait était plus importante, plus présente dans l'esprit des gens. Ce n'est qu'à partir des années 80 que le mot, la thématique, la, le profil Réflexion. d'organisation qu'elle était associée à ce mot sont apparus. Donc, vous évoquez cette fin des années 70, début des années 80 comme une période un peu charnière dans la pratique de l'humanitaire, dans la théorie ou théorisation de l'humanitaire. Pouvez-vous nous préciser un petit peu l'état des débats autour de l'humanitaire, les enjeux à cette période? Et en quoi ça a été une période peut-être fondatrice qui a impulsé un nouvel élan pour l'humanitaire? Oui, en effet, parce que tout ce qui relevait de l'humanitaire, que ce soit sous cette étiquette-là, ou sur l'étiquette plus largement employée à l'époque de caritatif, de philanthropique ou de caritatif, ce qui apparaissait immédiatement, et je dois dire dans mon esprit comme dans celui de la société assez largement avant que je m'y applique, c'était l'idée que la charité était plutôt un rideau de fumée, une façon de se donner bonne conscience, enfin des critiques qui n'ont d'ailleurs pas disparu et qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement entièrement fausses, enfin, qui contiennent une part de vérité, elles ne sortent pas de n'importe où, une sorte de fausse conscience de l'égalité, une pseudo mise à niveau de tous par l'acte de don, etc. Euh, tout cela était considéré comme un substitut à ce qui devait advenir en premier lieu, à savoir la justice sociale, la justice politique, les conditions politiques nécessaires pour que soit réalisé cet idéal de justice qui était attendu par tous. Donc l'humanitaire n'avait qu'une tâche, c'était se rendre inutile d'une certaine manière, c'était disparaître pour laisser place à un monde dans lequel ce genre d'activité serait inutile. Donc ça, c'est largement lié. D'ailleurs, le développement, un certain discours du développement se, se fondait sur cette idée de développement, et d'ailleurs, on le comprend très bien, et ça se justifie parfaitement. Le développement visait à rendre des populations autonomes, plus solides, visait à permettre à des sociétés de progresser plus rapidement sur les chemins qui étaient tracés par les avant-gardes occidentales. Je mets évidemment des guillemets à cette appellation, avant-garde occidentale, mais c'était bien de cela qu'il s'agissait. L'idée que toutes les sociétés finissaient par emprunter un même chemin qui est celui de la division du travail, de l'urbanisation, de l'égalisation des conditions, bref, le chemin du progrès économique, industriel qui a caractérisé l'Europe à partir du 19e siècle, cela était considéré comme l'évidence, et cela en provenance de l'ensemble du spectre politique, si je veux dire, à gauche comme à droite. Le socialisme
socialisme ou communisme, enfin disons toutes les forces progressistes situées à gauche, se situaient bien dans cette perspective d'une modernisation accélérée et étaient des partisanes de l'aide au développement comme une façon de aider les gens à s'émanciper, sortir de sociétés encore trop largement ancrées dans le passé, dans la tradition, et les pousser à s'émanciper de ce passé, de cette tradition, pour se jeter dans la mêlée de la modernité. Ça, et les libéraux, disons la droite économique libérale, incarnée par la Banque mondiale et le FMI pour les États-Unis, mais FMI. surtout la Banque mondiale pour le tiers-monde, étaient exactement dans la même solution, dans la même perspective, c'est-à-dire poursuivaient le même objectif, mais par une voie différente, celle de la libre entreprise, de l'aide à l'économie plutôt que au social. Mais dans les deux cas, il y avait une sorte d'horizon d'émancipation universaliste qui permettait donc cette émancipation, enfin, qui était vers lequel on devait se diriger. Dans les années 80, cette situation, comme je le disais, a changé dans la mesure où 20 ans, un peu plus de 20 ans, donc une génération après la période, après le moment des indépendances africaines, le développement tardait à venir et en fait on assistait à une sorte de polarisation politique entre des pays du tiers-monde qui entraient dans le camp socialiste, faisant preuve disons, en s'ancrant dans la planification autoritaire, le dirigisme et, in fine, l'autoritarisme de gauche, si j'ose dire, et puis d'autres qui étaient assez largement autoritaires également, mais un autoritarisme de droite. Et ça correspondait au choix de guerre froide et aux rentes, c'est-à-dire aux avantages que pouvaient tirer les pays du tiers-monde du chantage du passage à l'autre camp. Si vous ne nous soutenez pas assez, ben on va aller rejoindre Washington ou Moscou, disaient les partisans des capitales inversées. Quoi. Voilà, donc ça c'était l'ordonnancement politique des pays du sud global, le non-alignement penchant quand même plutôt du côté de Moscou que du côté de Washington, même si le non-alignement, avec la conférence de Bandung et la conférence des non-alignés, était tout de même un pôle important qui tentait un peu de sortir de ce choix imposé de l'Est ou de l'Ouest. Et nous, là-dedans, notre travail, quand j'ai rejoint MSF, était principalement de nous implanter dans les zones de conflit. MSF a été créé pour répondre aux crises majeures engendrées soit par des situations de conflit, soit par des catastrophes naturelles. C'était ça qui était dans l'idée des fondateurs, c'est ce qui figure dans le premier paragraphe de la charte de Médecins sans frontières, qui est évidemment une charte théorique, puisque l'expérience manquait pour savoir exactement ce qu'on allait faire, mais enfin, qui dessinait une sorte de cadre général. Et moi, ça me convenait tout à fait, mon passé politique, mon passé de militant. Je n'ai pas précisé que c'était un militantisme pro-chinois, on était des Mao Spontex, comme on disait à l'époque, fraction étrange de mélange entre aspiration libertaire et soutien au maoïsme dans sa version radicale, les gardes rouges, etc. Enfin, tout ça, c'était des compositions d'époque, je ne reviens pas là-dessus. Je le rementionne simplement pour préciser, parce que c'est sans doute pas connu, que la Chine se présentait comme le leader des pays du tiers-monde, comme la base révolutionnaire à partir de laquelle les pays du tiers-monde allaient conquérir leur liberté politique en s'émancipant de la tutelle occidentale, américaine, que sais-je, voire soviétique, parce que les Chinois étaient en compétition avec les soviétiques. Et donc, cette dimension politique, pour moi, elle était importante. Et le fait de trouver une organisation
toute petite dans laquelle je pouvais faire valoir mes vues, parce qu'à l'époque, MSF était une association de taille pratiquement paroissiale. Hein. Il y avait un local de 30 mètres carrés et une personne qui était au standard, à l'accueil, qui est d'ailleurs soutenue par un journal médical. On n'avait même pas les moyens de payer cette personne. Donc, la vie d'une personne nouvelle pouvait compter dans un milieu où on est seulement quelques-uns à pouvoir. Et donc, les pays en crise, qu'ils soient dans l'immédiate après-guerre ou qu'ils soient en situation de conflit au Yémen, au Zimbabwe, au Tchad, en Érythrée, au Salvador, au Nicaragua, etc., en Afghanistan, assez rapidement, des foyers de guerre, ou des foyers, oui, de guerre, de conflits armés, se sont multipliés au tournant des années 70-80, avec pour conséquence immédiate des déplacements importants de population. Déplacements à la fois spontanés et forcés par la violence des situations que les civils voulaient fuir, et spontanés parce que personne ne les obligeait à partir. Et ils franchissaient une frontière et s'installaient de l'autre côté, dans le pays voisin, pour simplement fuir les violences et trouver des moyens de subsistance. Et à ce moment-là, donc, on a vu se multiplier des camps de réfugiés, avec ce que le camp d'ambigu, c'est-à-dire à la fois un lieu de survie, de sécurisation possible, mais aussi un lieu d'enfermement relatif ou total. Parfois, ce n'était pas du tout, parfois il n'y avait aucune clôture, les gens pouvaient aller où ils voulaient, mais dans l'ensemble, il y avait tout de même une limitation des mouvements de réfugiés. Et il s'agissait donc pour nous d'aider ces gens sur le plan médical. Et au tournant des années 80, moi je revenais de plusieurs années de terrain, j'ai été embauché par MSF comme étant le premier médecin permanent, donc en plus de la personne qui assurait le secrétariat et l'accueil. Donc j'ai doublé la masse salariale de MSF par mon embauche pour situer un peu la taille. Et mon travail a été de faire des missions exploratoires, de démarrer des aides médicales dans différents endroits afin d'ouvrir la voie pour des équipes qui viendraient s'y installer de manière plus durable. Moi, je restais quelques semaines, je rentrais, et d'autres gens venaient et je repartais ailleurs. Et bon, ça a été une période extrêmement active où je passais très peu de temps en France. Donc j'étais encore beaucoup sur le terrain, ce qui me comblait. Et ce qui me comblait également, c'était le voisinage, le contact avec des gens qui m'intéressaient énormément, qui étaient des leaders de guérilla, des leaders politiques, avec lesquels j'avais nécessairement des contacts parce que j'allais tantôt dans les zones de guerre à l'intérieur des pays, comme en Afghanistan, au Salvador, au Nicaragua, au Tchad, en Érythrée, en Angola, etc. Ce qui me donnait l'occasion de discuter avec des gens dont je connaissais les combats de loin ou la généalogie des combats, parce que parfois c'était d'autres personnes ou d'autres enjeux qui avaient pris la suite de ce que moi je connaissais théoriquement dans les années, au début des années 70. Mais j'étais absolument passionné par ces gens, par les conversations que j'avais avec eux. Donc, en tant que médecin et en tant qu'ex-activiste politique, je dis bien ex parce que je ne profitais pas du tout de ces situations pour diffuser des idées gauchistes. J'avais rompu totalement avec le gauchisme. J'étais plutôt dans une mouvance qu'on pourrait qualifier, en se remettant dans l'époque, de anti-totalitaire. C'était principalement ça. Donc, j'étais plus du tout dans cet état d'esprit de révolution radicale et tout. Mais j'admirais ces gens qui avaient choisi la voie la plus difficile, c'est-à-dire de prendre les armes, de prendre le maquis, pour faire aboutir leurs idées politiques, même si je me méfiais de la violence politique, je continuais d'éprouver une certaine admiration pour ça. Donc,
j'étais comblé du point de vue à la fois de ma position d'ex-activiste politique et de nouveaux médecins humanitaires qui trouvaient dans ces situations à la fois le cadre et les moyens d'accomplir mon travail de médecin. Donc, vous voilà militant de l'humanitaire, militant convaincu. Et au début des années 80, en 82, je pense, vous tentez une autre aventure. Vous vous portez candidat pour être président de MSF. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes resté, je crois, 12 années à la tête de MSF. C'est ça. Voilà, donc Oui. des années très riches, hein, puisque comme vous l'expliquez, les conflits se multiplient, les raisons d'intervenir sont de plus en plus nombreuses. Comment avez-vous vécu cette période? Alors, je précise que nos auditeurs peuvent poser des questions sur le chat s'ils le souhaitent. Et puis, je redonne la parole. Je fais juste une parenthèse, peut-être pour les étudiants qui comprennent aussi à quel point MSF s'est transformé pendant toute cette période 82-94, de la petite organisation. On a du mal à imaginer aujourd'hui MSF comme aussi petit, et tout le développement qu'elle a connu pendant cette période. Oui, aujourd'hui, MSF est une organisation qui a une assise internationale, qui a 45 000 personnes qui travaillent pour MSF dans plus d'une soixantaine de pays, avec 5 sièges opérationnels, une trentaine de bureaux de représentation dans diverses parties du monde. Donc ça s'est en effet radicalement transformé d'une manière que personnellement je n'anticipais pas du tout. Jamais je n'aurais pensé que MSF allait connaître une réussite, si l'on veut. Pareil, je dis réussite si l'on veut, j'ai un air un peu retenu parce que je pense que MSF est trop gros. MSF a trop grandi malheureusement, qu'on n'a pas réussi à retenir et que ça engendre parfois une complication, un alourdissement, une certaine lenteur qui sont le revers de cette puissance opérationnelle, de cette capacité logistique, de cette capacité de mobilisation que MSF, en effet, a su tout de même construire et ce qui reste sa qualité principale et sur laquelle, évidemment, je ne veux pas du tout médire. Mais ça a un prix, évidemment. Et je pense qu'il faudrait que MSF revienne à une taille un peu plus limitée. Mais ça, c'est une autre affaire, c'est une question encore, fait l'objet parfois de débats internes intéressants. En tout cas, oui, en effet, je précise cela parce que je sais que dans l'esprit de la plupart des gens, MSF est, en gros, on a la moitié du budget de l'OMS, on a le même budget que le Comité international de la Croix-Rouge, donc on est un poids lourd de l'aide internationale, de l'aide humanitaire internationale, ça c'est vrai, MSF fait partie des 4 ou 5 plus grandes ONG du monde aujourd'hui. Mais ça a été un développement très rapide qui d'ailleurs témoigne, bon, il y a eu évidemment l'implication, la force d'une bonne idée d'abord, et ça me permet d'ailleurs de revenir sur quelque chose que j'ai omis de dire dans la présentation des années 70, où j'ai omis de préciser parce que je l'évoquais. Je disais, la médecine n'était pas bien vue à l'époque. Or, ce qui apparaît aujourd'hui comme une bonne idée n'était pas du tout perçu comme cela au moment où ça a été créé. Il a fallu en gros une petite dizaine d'années, et c'est la deuxième génération des Médecins sans frontières, disons, celle que j'incarne ici, on est toute une équipe, hein, Maluret, Francis Charon, Jacques Pinel, Brigitte Vasset, enfin il y a pour les vieux qui ont connu cette époque-là, ces noms veulent dire beaucoup, mais bon, moi je suis le seul qui suis encore en place, qui est continué, c'est pour ça que j'incarne cette fonction ici, en prenant la relève de la génération Kouchner, si on veut, qui est celle des fondateurs, mais qui finalement n'embrayait pas, quoi, qui refusait de se structurer, voulait garder la forme d'un petit comité. Et nous, notre bonne idée a été de se dire qu'il fallait structurer cette organisation. Et il fallait la structurer parce qu'intervenir dans des camps de réfugiés ou dans des zones de guerre, autre que de façon ponctuelle, c'est-à-dire purement symbolique, mais y faire vraiment quelque chose, eh bien, ça imposait de mettre en place une sorte de plateau technique
une plateforme de soutien aux équipes de terrain avec de la logistique, du recrutement, de la collecte de fonds pour pouvoir agir rapidement sans avoir recours à des bailleurs de fonds, etc. Donc tout cela, c'est ce que les années 80 ont permis de commencer à réaliser, qui se poursuit aujourd'hui. Et en effet, dans ces années-là, notre budget, nos capacités opérationnelles ont été multipliées environ par un facteur 100 en l'espace de 10 ans. Donc une croissance extrêmement rapide, parfois à nous donner le vertige, hein, mais enfin, bon, une croissance très rapide. Voilà, donc je clôt là-dessus, je reviens à la fonction de président d'MSF. On est en 82, il y a une huitaine ou une dizaine de personnes qui travaillent au siège de MSF à ce moment-là. On commence à avoir quelqu'un qui s'occupe de logistique, quelqu'un qui s'occupe de recrutement, un peu plus de un comptable, etc. Et moi, ça faisait donc plusieurs années, en gros 7-8 ans, que je tournais sans cesse sur différents terrains, soit de façon un peu stable, soit de façon plus rapide. Et le président de l'époque, qui s'appelait Francis Charon, devait partir au bout de 2 ans. C'est une fonction qui, quand même, prenait pas mal de temps et qui était bénévole, donc il n'était pas facile de la poursuivre longtemps. M'a fait savoir que la place était libre, en gros, et moi, ça me titillait. Je me disais, tiens, ce serait sympa d'être président d'MSF pour 1 ou 2 ans. Comme d'ailleurs, je considérais que MSF était pour moi, comme pour tout le monde, une activité de transition. Je n'imaginais pas que, comme je le disais, que MSF allait prendre cet essor, que l'aide internationale d'ailleurs, privée, allait prendre cet essor. Et donc, je ne faisais pas du tout de plan sur la comète. C'était vraiment d'une année sur l'autre. Le privilège d'un jeune médecin étant de se dire que de toute façon, quoi qu'il advienne, je trouverai toujours du travail. Que le risque professionnel était insignifiant. Pour moi, donc, j'y allais d'année en année, et ça me plaisait bien comme ça. Et puis, donc, 82, tout le monde est content que je sois président, parce que je connaissais très bien le terrain, parce que je connaissais disons, je maîtrisais un peu les cadres théoriques, les cadres de MSF, j'étais capable d'expliquer de quoi il s'agissait, etc. Et donc, je suis devenu le président. Et puis, au début, j'ai continué mes activités telles que je les avais continuées. C'est-à-dire, je passais plus de la moitié de l'année sur le terrain, mais avec la croissance de MSF, il fallait bien que j'étais obligé de rester un peu plus longtemps. Donc, je me suis divisé entre 1/3 et 2/3, ou 1/4 et 3/4, entre siège et terrain. Et c'était une période absolument passionnante pour sur un autre registre, qui était d'être celle d'un praticien réflexif, si je veux dire. Moi, bon, c'est un peu pompeux, c'est un peu précieux, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais je ne me définis pas du tout comme un militant de l'humanitaire. Je n'ai pas de cause à défendre, et même je me méfie des gens qui ont une cause à défendre. En tout cas, je me méfie de la notion de cause, parce que avec le temps, j'ai pu voir, et puis j'ai pu aussi lire quelques considérations théoriques là-dessus. J'ai pu voir en tout cas que avoir une cause, c'est se donner les moyens de transformer une vérité en mensonge, ou un mensonge en vérité. C'est-à-dire, la cause est tellement belle que tout ce qui permet de s'en approcher est justifié. Et c'est comme ça que on peut mentir pour soutenir l'avènement de la vérité ultime, comme on peut combattre, comme on peut considérer que la guerre, la violence, l'abaissement sont les moyens de parvenir à la paix, à l'enrichissement, à l'élévation de tous, etc. Et donc la cause, c'est le fond de tout engagement extrême.
Et moi, j'en avais soupé des engagements extrêmes avec la gauche prolétarienne, le mouvement Mao dont j'étais sorti. Et donc, je n'étais pas du tout dans cet esprit-là. Je vois très bien ce que vous voulez dire par cause. Hein, Oui, dans absolument. le contenu que vous mettez, je me reconnais. Mais le terme qui est employé me semble inapproprié. C'est pour ça que je prenais soin de le préciser. Et donc, disons, cette pratique, c'est-à-dire le fait d'agir, de mobiliser des moyens, des ressources intellectuelles, matérielles, humaines, financières, pour agir, m'a toujours énormément attiré une pensée tendue vers l'action, dépendante de l'action, retournant vers l'action. Pour moi, c'était vraiment un bonheur d'existence publique, professionnelle. Et c'est à cela que je me suis attaché pendant mes années de présidence, c'est-à-dire à la fois euh, à la mise en place d'une organisation structurée et d'un cadre d'ensemble qui donnait sens aux structures et aux fonctions de cette organisation. Et puis, je me suis confronté à un moment enfin, source d'une grande interrogation presque existentielle, qui a été la famine en Éthiopie de 84-85. Alors, je ne vais pas la détailler parce que ça prendrait une demi-heure et on n'est pas là pour ça. Mais je dirais simplement que cette famine a été l'occasion d'une formidable imposture morale à laquelle a contribué, disons, le mouvement humanitaire dans sa diversité. La famine était malheureusement, bien que n'était que trop réelle, là-dessus il n'y avait pas d'imposture, mais elle a été présentée comme une catastrophe naturelle, c'est-à-dire le résultat de la sécheresse et des criquets. Alors, il n'y a pas plus naturel que sécheresse et criquets, quoique aujourd'hui on sait qu'une sécheresse, ça n'est plus tout à fait aussi naturel que ça, mais disons, à l'époque c'est cela. Or, cette famine était due à bien d'autres facteurs que la sécheresse et les criquets étaient venus amplifier. Recrutement forcé, guerre à outrance menée en Érythrée, collectivisation violente et accélérée des terres, collectivisation de la production. Bref, c'était l'Union soviétique des années 30, l'Éthiopie de ce moment-là. Et les organisations humanitaires ont été invitées à venir aider des populations dans une situation catastrophique, c'était abominable ce que l'on voyait là, mais sont rapidement devenus les auxiliaires involontaires mais actifs d'une politique de transfert forcé de population, c'est-à-dire de déracinement violent et de déportation vers ce qu'on appelait de nouvelles zones économiques, des zones dites de réinstallation, qui étaient présentées comme le moyen de s'affranchir d'un cycle de famine, le moyen de réaliser le développement, etc. Et qui était en réalité la construction de la première société authentiquement communiste d'Afrique. C'était ça le vœu du président éthiopien de l'époque, Mengistu. Et pour cela, tous les moyens étaient bons. Il avait une cause, lui. Il avait vraiment une cause. Et la mort de centaines de milliers, voire de millions de personnes sur le chemin qui menait à cette cause était peu de choses, tant la cause en elle-même était solaire, irradiait, était magnifique. Et MSF, je passe les détails, mais MSF, donc sous ma direction à l'époque, enfin sous ma présidence, a, au bout de quelques mois, compris que le rôle qu'on nous faisait jouer était catastrophique dans la mesure où il tuait et il abaissait plus qu'il ne sauvait et n'aidait à se relever. C'est un constat terrible, ça. C'est un constat épouvantable qu'il a fallu du temps à accepter. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul point, le seul détail sur lequel j'assisterai. Moi, je n'ai réussi à me le formuler qu'en réponse à des questions de journalistes que je rencontrais pour toute autre raison, dans une rencontre institutionnelle, un club de la presse internationale qui m'avait invité à parler de MSF, parce que leur invité du jour venait de se désister, qu'ils avaient un trou qu'il fallait remplir, ils m'ont invité.
Et donc, j'ai été amené presque au débeauté à faire une présentation de MSF au cours de laquelle j'ai eu à répondre à la question de quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez en ce moment. J'en ai cité deux autres, Afghanistan, Sri Lanka, où l'armée nous avait attaqués, etc. Et j'ai parlé de l'Éthiopie en décrivant pour des journalistes qui n'étaient pas informés de cette situation, notre position, les dilemmes, les contradictions dans lesquelles on était plongé, et peu à peu, en construisant ce récit, que je voulais aussi précis, mais aussi possible à ingérer pour Tactique, quelqu'un qui oui. n'en était pas exactement informé, les enjeux réels, la pureté des dilemmes s'imposaient dans mon esprit, si bien que j'ai été amené à dire que si on ne parvenait pas à inverser cette tendance, c'est-à-dire à sortir de cette participation à une entreprise mortifère, nous allions devoir quitter le pays. Et j'ai dit ça à un moment où l'Éthiopie était au centre de la scène médiatique mondiale. Je dis bien mondiale, pas seulement française ou européenne, mais mondiale. Il y avait des concerts pour l'Éthiopie, des films, Enfin, c'était vraiment le grand concert Wembley-Philadelphie, le concert du siècle, avec toutes les stars de l'époque qui s'étaient montrées sur la scène de ce concert. Donc ça fait une espèce de choc. Et ça nous a amené, je dis parce que c'était une réflexion collective, ça nous a amené à nous confronter à cette réalité dure que l'on pouvait être finalement plus nocif que utile à une population. Pour un médecin, ça ne doit faire aucun mystère. C'est une constatation totalement triviale. Enfin, on sait qu'il y a des campagnes sanitaires qui ont débouché sur des catastrophes. On sait qu'il y a des gestes médicaux qui peuvent entraîner des risques majeurs. C'est ce qui fait d'ailleurs la noblesse et la difficulté du travail médical. Donc, il n'y avait absolument rien d'étrange là-dedans, mais par une sorte de distraction sans doute coupable, nous, les humanitaires, parce que là, je pense que j'expose un sentiment très largement partagé, nous, les humanitaires, pensions que nous échappions à cette règle de l'effet pervers, possible, pas obligatoire, pas nécessaire, mais de l'effet pervers, voire même de l'effet pervers qui l'emporte sur les effets positifs, comme peut l'être un médicament qui tue à la place de guérir, etc. Eh bien, voilà comment ça s'est trouvé. D'où la naissance d'un... Enfin, d'où plus exactement le désir et l'énergie qui va avec, de s'intéresser aux enjeux pratiques et théoriques de l'humanitaire sans considérer par avance qu'ils sont nécessairement positifs, qu'ils servent des intérêts d'une population qui en a cruellement besoin, etc. Bref, l'humanitaire peut être un problème et pas seulement une solution, qui est toujours partielle au demeurant, mais qui est tout de même une solution. L'humanitaire peut se présenter aussi sous ce jour-là. Et ça, c'est ce que l'Éthiopie, enfin la famine d'Éthiopie, nous a amené à considérer. C'est ce que ça a été une prise de conscience très importante, donc assez précoce, même si ça intervient au bout de 15 ans d'existence de MSF, mais c'est plutôt au bout de 5 ans d'existence opérationnelle réelle, donc au début de notre existence, et ça a marqué, même si beaucoup de volontaires contemporains, d'acteurs d'aujourd'hui de MSF n'en ont qu'une idée très vague, parce que ça fait ça et que d'autres choses se sont passées depuis, et bien d'autres choses même, mais tout de même c'est un moment fondateur, parce que enfin, je ne me répète pas, pour les raisons que je viens de dire. Et ça marque les années 80. Celles-ci sont tout de même marquées par ailleurs par l'importance de la thématique humanitaire, dont d'ailleurs la famine d'Éthiopie et sa médiatisation étaient une marque, enfin était un signe également, parce que en 85, vous pouviez aller à peu près dans n'importe quel endroit du monde, parce que je continuais de bouger beaucoup. J'ai eu l'occasion d'aller
en Asie, en Amérique centrale, dans plusieurs pays d'Afrique cette même année. Et il y avait, partout, je voyais des enfants avec des t-shirts concernant la famine en Éthiopie. Hein, donc, vous pouvez être au Salvador, en Thaïlande, au Tchad, en Mauritanie. La famine éthiopienne était présente et sous un angle humanitaire, sous l'angle de la mobilisation des artistes, des intellectuels, des secouristes. Tout le monde se penchait sur le chevet de l'Éthiopie, ce qui d'ailleurs masquait les événements qui se déroulaient à l'intérieur, enfin disons sous la couverture de ce chevet. Donc l'humanitaire court le risque de l'instrumentalisation, c'est ce que vous voulez suggérer finalement à certains égards, dans certains conflits. Comment parvenir à conserver un regard critique dans ces contextes-là d'urgence? Comment prendre du recul? Eh bien, en essayant, disons, en ayant plusieurs niveaux, on y a au moins 2 niveaux dans l'action, c'est-à-dire d'être capable de conserver des moments de délibération, sachant que les urgences réelles, celles qui demandent une réaction extrêmement rapide, sont l'exception. L'immense majorité des situations dans lesquelles nous intervenons, ce sont des situations de crise. Et la crise et l'urgence ne sont pas de même nature. Une urgence est une crise, mais une crise n'est pas forcément une urgence. Le temps peut être différé dans une crise. Donc, disons que pour l'essentiel, c'est dans ces situations de crise. Et là, je pense que entre siège et terrain, il faut que soient établies des relations de confiance et d'échange claires, transparentes. Mais il faut également accepter l'idée qu'il y a 2 points de vue différents et qu'ils ont tous les 2 leur légitimité, leur validité, leur intérêt. Ce sont ces 2 points de vue qui, un peu comme en stéréoscopie, c'est ce qui vous permet de donner du relief à une situation, de ne pas la voir sous un angle soit trop haut, vue du siège, où on ne voit que des grands enjeux généraux et tout, soit trop précis, trop limité, quand ils sont vus sur le terrain, un peu pour les lecteurs de Stendhal, ceux qui se rappellent de Fabrice Elbongo à Waterloo. J'étais à Waterloo et je n'ai rien vu. Pourquoi? Parce que Fabrice n'a vu que le périmètre de 50 mètres, la rayon de 50 mètres autour de lui. Il ne sait pas ce qu'est la bataille de Waterloo, et pourtant, il y était intégralement. Par contre, il peut rendre compte de choses que seul quelqu'un sur le terrain peut observer, peut ressentir. Donc, ça ne veut pas du tout dire que ce point de vue plus étroit est invalide. Bien au contraire, il a toute sa validité, toute son importance. Mais il doit être complété par un point de vue, disons, non pas extérieur, mais plus distant, qui est celui du siège, voire éventuellement par des points de vue extérieurs de gens qui connaissent bien les situations, des ressortissants du pays, des chercheurs, qui peuvent nous informer utilement de cela. Et ça suppose qu'on ne se contente pas de regarder, mais d'échanger nos regards, c'est-à-dire d'échanger nos analyses, nos observations, nos arguments éventuellement quand se présentent plusieurs options pour adopter telle ou telle de ces options. Donc il y a besoin de délibération. J'utilise à dessein ce terme un peu solennel, un peu long de délibération pour lui donner sa place par rapport aux exigences et au tumulte de l'action. L'action, les acteurs ont une tendance naturelle à discréditer la délibération parce qu'on n'aime rien tant qu'être au front, creuser, construire, soigner, etc. Et en effet, c'est extrêmement satisfaisant. Mais il faut savoir, et c'est le rôle du siège, ménager des moments, non pas d'arrêt, mais de continuation de l'action, mais des moments où certains doivent arrêter l'action pour réfléchir à ce qu'il faut, retrouver le sens, ou éventuellement détecter des pertes de sens, et ensuite reprendre le cours ou l'infléchir selon le moment. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je conçois
l'action, c'est-à-dire ponctuée par des délibérations qui permettent à la fois de ressouder les rangs, voire même de changer totalement d'orientation quand il apparaît qu'on est sur une piste sur une pente trop glissante et que des effets pervers vont venir prendre le dessus par rapport aux effets que l'on recherche. Mais je voulais dire un mot sur un terme que vous avez employé et qui était en effet très, très important et très, très courant dans le monde humanitaire, c'est celui de l'instrumentalisation. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées erronées sur cette notion. L'instrumentalisation n'est pas un mal en soi. Ce n'est pas un mot qui est péjorativement connoté, en tout cas pas dans mon esprit et pas dans les considérations, disons, pas dans les réflexions que je cherche à partager. La raison en est qu'il n'y a pas d'action humanitaire sans instrumentalisation. Si votre action n'est pas utile au pouvoir qui règne sur le territoire au sein duquel vous opérez, pourquoi est-ce qu'il vous accueillerait? Un pouvoir n'est pas bon en soi. Un pouvoir cherche ses intérêts. Et ils ne coïncident pas avec les intérêts des organisations humanitaires ou les intérêts de toutes les populations qu'il a sous son contrôle. Donc il est indispensable que celui-ci, le pouvoir, trouve un réel intérêt dans la présence d'une organisation humanitaire. Et c'est d'ailleurs ce qui fournit à une organisation humanitaire un petit levier de négociation, parce que si votre présence intéresse votre interlocuteur, votre absence l'ennuie. Et vous avez donc un certain pouvoir de négociation. Donc toute la question est de savoir jusqu'où vous acceptez d'être instrumentalisé. Mais non pas si vous êtes instrumentalisé. Donc la question de l'instrumentalisation n'est pas une question de nature, oui ou non, mais une question de degré. Jusqu'à quel niveau on accepte d'être instrumentalisé. Pour ça, j'ai aussi proposé la notion d'espace humanitaire, qui n'est pas un espace territorial, mais un espace symbolique. Et ça, pour les gens qui veulent s'y intéresser, je renvoie au site du Crash qui a été mentionné. Je vous en remercie au départ, qui regroupe mes articles, mes écrits, interviews, etc., mais aussi tous ceux, et il y en a de extrêmement intéressants, de mes collègues qui travaillent, avec qui je travaille au Crash. Donc, qui est un département des MSF, qui est un petit département des MSF. Et donc cette notion d'instrumentalisation, vous voyez, typiquement, en Éthiopie, on a vu cela. Les premiers 6-8 mois de la présence de MSF, puis des autres ONG, on est arrivé avant les autres du fait de la volonté des Éthiopiens. Ce n'est pas notre savoir-faire ou notre dynamique qui nous emmenait, c'est les Éthiopiens qui nous ont contactés pour nous faire venir en Éthiopie, parce qu'il y avait un problème de famine. Et ensuite, d'autres ONG sont arrivées quelques mois plus tard, et ça a été le grand rassemblement des secouristes d'urgence en Éthiopie, qui ont fait un travail salutaire. On a tout de même aidé, et parfois sur un plan vital, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Donc, ça n'est pas qu'un souvenir, disons, de tromperie, de crime, de dévoiement. Ça a été aussi un moment d'intense activité constructive pour des gens qui en ont bénéficié. Ça servait, pour certaines raisons, le gouvernement éthiopien à ce moment-là. Et à un autre moment, les Éthiopiens, le régime éthiopien a voulu faire un autre usage de l'aide. Il avait proclamé son parti communiste. Il voulait se lancer dans cette refonte de la société éthiopienne. Et là, il fallait que tout le monde marche au pas, que tous les moyens logistiques, tous les moyens symboliques que nous mobilisions soient mis au service de cette cause ultime qui était la refonte révolutionnaire de toute la société éthiopienne, qui était en fait le projet stalinien des années 30 en Union soviétique. Et c'est là que nous avons décroché. Mais vous voyez, c'est parce que nous étions instrumentalisés au début que nous avons pu nous rendre utiles, et c'est parce que nous étions trop instrumentalisés ensuite que nous avons protesté. Tout est dans la mesure, en fait. Vous évoquez...
Vous évoquez à plusieurs reprises l'importance de l'attitude réflexive, de la discussion, je dirais quasi maïotique en fait, avec d'autres acteurs, avec les personnes du terrain. Je voulais revenir avec vous sur la question des valeurs, des principes, des idéaux. Quel regard portez-vous sur les principes qui doivent animer, guider l'action humanitaire? Donc, nos étudiants ont appris les valeurs du nantiste. Ils ont dû réviser leurs cours pour leurs partiels qui vont bientôt arriver. Ces valeurs, vous continuez aujourd'hui intensément à méditer sur elles. On le voit dans vos articles sur Crash, justement. Voilà, donc cette dimension réflexive, elle vous tient à cœur, j'ai l'impression. Oui, oui. Et bon, moi, je dois, avant de procéder à quelques réflexions critiques sur les principes, je m'empresse de dire que pendant très longtemps, j'en ai été un promoteur, pas d'ailleurs un promoteur acharné, parce que les principes, ce sont aussi des slogans, et que, comme je le disais précédemment, tout ça, les causes, les slogans, tous ces machins-là, ça ne me plaît pas, enfin je m'en méfie. Donc c'était avec une certaine retenue. Mais par exemple, le principe d'impartialité me semblait être vraiment le principe cardinal de l'aide humanitaire. Et je suis loin aujourd'hui de penser que c'est stupide. Hein. Mais j'ai remarqué que promus comme cela, les principes deviennent des slogans et que comme tous les slogans, c'est forcément trompeur. Donc il faut prendre un peu de distance par rapport à eux. Alors, quelle distance prendre? Comparer ce qu'ils disent et ce qui se passe dans la réalité, d'une part, et voir quelle a été leur condition d'existence, c'est-à-dire un peu leur généalogie, leur histoire, leur passé. Et puis réfléchir à ce qu'on entend par principe. Moi, je dirais d'abord, avant de dire quelques mots sur les principes, ce ne sera que quelques mots parce que pour rentrer dedans, j'encouragerais les étudiants à lire ce que j'en ai écrit. C'est voilà. un article qui s'appelle À quoi sert le droit international humanitaire, qui est composé de deux parties, une réflexion critique sur le droit international humanitaire et une réflexion critique sur les 3-4 grands principes de l'humanitaire. Donc je ne vais pas détailler ce papier, malgré l'envie que j'en ai. Ça nous prendrait trop de temps. Prochaine conférence. Je dirais simplement que voilà, exactement, la conférence de rentrée. Par exemple. Mais je dirais que pour ce qui me concerne, le principe fondamental, c'est-à-dire, principe, c'est ce qui est au départ, hein, c'est ce qui est à l'origine du reste. Le principe que j'ai envie de mettre en avant, ce n'est pas une norme juridique comme le sont impartialité, neutralité, indépendance, etc. C'est un principe, c'est un ressort humain qui est l'envie de faire quelque chose pour des gens qu'on ne connaît pas et qui sont dans le besoin. Ça tient comme ça. Ça, pour moi, c'est un principe. Et chaque mot fait quelque chose. Faire quelque chose, ça veut dire qu'on est dans l'action. Pour des gens qu'on ne connaît pas, ça veut dire, et qui nous sont étrangers, ça veut dire que ce ne sont pas des cathos qui aident des cathos, des berrichons qui aident des berrichons, des Français qui aident des Français, ou des Zimbabwéens qui aident des Zimbabwéens. C'est par définition envers des gens qui nous sont étrangers. Donc, j'ai repris à mon compte une définition que j'ai trouvée sous la plume d'un politiste américain qui a beaucoup travaillé sur les questions humanitaires, et que je traduis librement, elle est en quelques mots, alléger la souffrance d'étrangers lointains. Voilà qu'elle est, dit de façon un peu sèche en termes vaguement littéraires, quel est le principe fondamental pour moi. Ensuite, il y a des modalités selon le type d'action que vous avez mené, selon vos propres préférences, selon la zone géographique, selon les conditions politiques dans lesquelles vous intervenez. Tout ça va prendre des formes très différentes. Mais ça, c'est un principe. Et c'est un principe qui renvoie à un désir personnel.
j'ai envie de m'impliquer dans telle ou telle chose. Ce qui d'ailleurs, je tiens à le préciser aussi, ne contribue pas, ne doit pas être utilisé comme une contribution pour discréditer d'autres formes d'aide, d'entraide. Par exemple, je disais tout à l'heure, des catholiques, des berrichons qui aident des berrichons. Ça peut avoir l'air d'être une liste à l'après-vert, dite de façon un peu ironique et tout. Ça ne l'est pas du tout. Je n'ai absolument, je conteste toute forme de hiérarchie entre les différentes formes, entre les différents types d'aide. L'aide humanitaire, l'aide communautaire, l'aide religieuse, la solidarité politique, etc. Toutes ces formes, pour moi, ont leur place et aucune ne peut réclamer pour elle le mérite d'être la plus valable, d'être la plus... Simplement, moi, je me reconnais mieux, personnellement, dans l'aide humanitaire. Moi, je suis d'origine juive, je ne me viendrait pas à l'idée d'adhérer à une organisation juive qui serait là pour aider les juifs. Mais ça ne viendrait pas à l'idée non plus de critiquer une organisation juive qui veut aider les juifs ou une organisation musulmane qui veut aider les musulmans. Mais je préfère encore une organisation musulmane qui aide tout le monde, y compris à partir de ses origines musulmanes. Mais en tout cas, je pense qu'on doit s'abstenir de cette détestable habitude de faire des jugements et des hiérarchies entre différents statuts, différentes approches. Voilà. Voilà pour, disons, les principes. Et encore une fois, je renvoie à cet article pour cette discussion plus fine. Très bien, merci. Donc toujours pour prolonger un petit peu, nous disons souvent à nos étudiants, ces métiers de l'humanitaire sont des métiers qui font sens, qui demandent de l'engagement. Considérez-vous de votre côté qu'être acteur humanitaire, c'est un métier d'engagement, un métier moral, qui a les parties liées avec la morale ou pas? Oui et non. Non, parce que j'ai tout de suite une sorte de raidissement quand on prononce le mot moral. Raidissement qui n'est pas celui d'un cynique qui considère que la morale est une affaire secondaire, vaguement ridicule et dépassée. Non, mais c'est parce que je suis profondément convaincu que la morale est une affaire de soi à soi. C'est-à-dire que les leçons de morale, c'est dans le dialogue intérieur qu'on peut les adresser, mais certainement pas dans une expression publique. On peut avoir, bien naturellement, des critiques qui sont inspirées par des considérations morales. On peut considérer que, par exemple, telle politique est injuste, et c'est au nom d'une certaine morale qu'on réclame la justice. Donc, naturellement, il n'y a pas de séparation entre le discours public et la présence d'une certaine morale à l'esprit. Mais si une situation est injuste, ce qui importe, c'est de dire pourquoi on considère qu'elle est injuste. Pas de dire simplement c'est immoral, ou voilà ce que la morale dicte. Mais pourquoi, voilà comment on considérait, voilà, en prenant la réforme des retraites, qui est dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui. Pourquoi est-elle injuste pour telle raison? Voilà pourquoi on la rejette. Ou pourquoi est-elle juste pour telle et telle raison? Mais on discute des éléments constitutifs de ça. Pas à partir des hauteurs morales, parce que c'est toujours au nom d'une morale mobilisable au service d'un objectif que l'on agit. Macron, il a sa morale. Et les manifestants, et Martinez ou Berger, ont leur morale, ou les opposants ont leur morale. Et ça ne sert à rien de placer l'opposition sur ce terrain. Avec cette leçon de morale pour ne pas